Très heureux de pouvoir parler d'un sujet qui m'a passionné depuis maintenant près de 20 ans. J'aimerais tout d'abord vous dire que le suivi thérapeutique est un problème relativement simple. Quand on a commencé notre entreprise, on avait demandé à Evercoop, qui était Surgeon General aux États-Unis, quelle était la valeur d'un médicament s'il n'était pas pris. Et on peut innover tout ce qu'on veut, mais s'il n'est pas pris, l'innovation, elle reste dans la bouteille. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'était de voir quel était, si on veut, le cycle qui est lié à une mauvaise prise de médicaments, c'est-à-dire que vous avez une perte d'efficacité pour le patient, vous avez un accroissement des coûts et vous avez une perte substantielle pour l'industrie. Et ce qu'on a essayé de développer, c'est des interventions qui nous permettent de renverser cette spirale négative, de créer un patient qui est conscient du bénéfice thérapeutique et qui suit sa thérapie, de diminuer les coûts et d'éviter, si on veut, la perte substantielle pour l'industrie pharmaceutique. Le principe est relativement simple. On a développé donc un pilulier électronique avec lequel on arrive maintenant à transférer les données directement sur des serveurs à l'aide d'un système GSM. Et on s'est rendu compte qu'on avait commencé tout simplement par la mesure toute simple dans des essais cliniques. Et après, on s'est rendu compte qu'on devait innover pour essayer d'intégrer le patient donc, dans cette démarche. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé des systèmes qui deviennent de plus interactifs. Et on est arrivé à l'heure actuelle à développer des systèmes qui donnent un indice thérapeutique, c'est-à-dire de savoir si le patient va vers une amélioration ou vers une détérioration de sa prise. Et là, vous avez un exemple d'un patient suisse qui a été suivi pendant 6 mois. Et là, ce que vous avez, c'est l'évaluation donc, de ces segments, c'est-à-dire que si vous regardez cette chronologie, là vous avez la durée d'observation, ici vous avez les 24 heures donc, de la journée, et si vous avez un triangle rouge vers le soir ou vers le matin, ça veut dire qu'il a oublié soit le médicament le matin, soit le médicament le soir. Et lorsque vous avez une barre rouge complète, c'est qu'il a oublié le médicament le matin et le soir. Et ici vous avez ce qu'on appelle une vacance thérapeutique, qui a pour conséquence que dans ce cas-là, le virus a muté et que ce patient a développé une résistance. Et ça, c'est un problème qui est souvent rencontré dans des traitements comme la séropositivité ou des traitements en infectiologie. Et ce qu'on a essayé de développer aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que énormément de médicaments en Europe sont vendus en blister. Et notre système, si vous voulez, de pilulier, avait un gros désavantage, c'est qu'on demandait aux gens de reconditionner le médicament avec tous les problèmes que ça pouvait poser. Et là, vous avez notre concept qu'on a développé ces 2 dernières années, et là, vous avez le résultat qu'on a aujourd'hui, qu'on est en train de tester au CHUV, c'est-à-dire c'est un petit clip électronique qu'on met au bout d'un blister où les médicaments sont dans le conditionnement original, et lorsque on appuie donc sur ce senseur, on arrive à enregistrer la date et l'heure à laquelle le médicament a été pris. Et après, on peut reconstruire l'historique des prises pour voir un petit peu dans quelle direction va le patient. Et ça, je dois dire que c'est un système qui vient de sortir, ça fait pratiquement 2 semaines où les premiers tests sont en train d'être effectués. Alors, si on regarde notre plateforme, c'est-à-dire où on essaye d'apporter une certaine innovation dans tout le concept, c'est-à-dire que les gens qui nous intéressent, c'est le patient, le pharmacien, tous les gens qui sont les professionnels de la santé, le médecin. On doit avoir un système de mesure parce que notre intervention ne peut se baser que sur la mesure. Après, il nous faut un système de transfert de données. Et après, notre capacité est celle de pouvoir stocker les données, les analyser, les comparer et faire un espèce de GPS pour patient, pour positionner le patient dans sa pathologie. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est, dans l'innovation, d'intégrer une certaine taxonomie. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que quand vous êtes dans des domaine innovant, la taxonomie est importante. Il faut que les gens parlent de la même chose. Et je vous fais un petit exemple ici, relativement simple, c'est qu'il y a une grosse confusion dans la littérature entre la persistance, qui est la durée durant laquelle un patient prend son médicament, et ce qu'on appelle l'adhérence ou la qualité d'exécution. Et si vous regardez sur un traitement d'1 année, qui intègre quand même 20 000 patients, vous voyez que ces 2 courbes sont relativement parallèles, et qu'entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la non-exécution. Pour prendre un exemple, après 1 année, si vous considérez 20 000 patients, vous en avez à peu près 60% qui continuent leur traitement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait 40% des gens qui arrêtent le traitement. Une fois que vous avez constaté ça, vous vous rendez compte qu'à la fin de cette année, vous avez seulement le 55% des gens qui prennent encore, qui ont pris quelque chose ce jour-là.
Donc la différence entre les deux courbes, c'est la non-exécution. Ben, si vous regardez dans la littérature, la partie innovante que nous avons apportée, c'est de distinguer les deux choses, ce que les gens ne font pas. Et la chance que l'on a eue, c'est que la communauté européenne a mis un projet qui s'appelle ABC, qui est un projet pour définir la taxonomie de l'observance thérapeutique, quel est le traitement qui est efficace et quelle est l'intervention qui fonctionne. Et notre société a été sélectionnée avec 5 universités pour déterminer justement la manière d'élaborer une taxonomie et un système d'intervention. Et notre cheval de bataille, c'est de voir l'innovation aussi dans le rôle d'un réseau. C'est-à-dire que la recherche qu'on situe tout en haut, c'est la recherche, la communauté, mais la grosse pyramide va jusqu'aux patients, aux familles et aux associations de patients. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de responsabiliser le patient, d'utiliser des technologies existantes pour permettre d'avoir un suivi en temps réel d'un patient et de pouvoir intervenir. Et ce qu'on est en train de développer, par exemple pour des patients Alzheimer, c'est que même la famille puisse aller constater la manière dont laquelle les patients exécutent leur prise de médicaments et qu'eux-mêmes puissent éventuellement intervenir. Ça ne doit pas nécessairement être un médecin ou un pharmacien. Donc là, il y a toute une possibilité qui se développe du fait qu'on intègre des technologies qui permettent aujourd'hui aux gens d'avoir des sources ouvertes et puis après de se renseigner. Là, je vous donne l'exemple de ce qu'on vient de développer. Donc, vous avez dans le monde, toutes les parties en bleu sont les parties où nous avons créé des études. Et ce que l'on essaye de faire, c'est-à-dire on mesure d'un côté, c'est-à-dire qu'on quantifie, après on analyse les données, et après on essaye de promouvoir une intervention pour améliorer les choses. Et l'innovation dans ce cas-là, c'est comment on va positionner ce service par rapport à quelque chose de moins dynamique, et comment on va essayer d'informer les gens pour leur donner des recettes simples à des problèmes qui peuvent être complexes. Et là, ce que l'on a essayé de faire aussi, c'est de regarder finalement au niveau des coûts et au niveau de l'information. Nous avons développé le Compliance Label pour la simple et bonne raison, c'est que les directeurs produits nous ont dit « nous, ce service ne doit pas coûter plus de 4 à 5 euros par mois ». Donc, c'est inutile d'aller leur proposer des services qui vont coûter 30, 50 euros par mois, même en justifiant tout ce qu'on peut justifier par rapport au prix des médicaments. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est des solutions simples. Et ce qu'on essaye de faire, justement, c'est de se dire, si on est capable d'innover, on peut aussi développer de nouveaux business models. Et ce qu'on est en train de faire, et on s'est associé avec Swisscom pour ça, c'est que eux, comme il a été mentionné avant, ont aussi développé de nouvelles prestations, et on a pu intégrer une de leurs nouvelles prestations, ce qu'ils appellent machine-to-machine language, c'est-à-dire qu'on peut transférer de faibles quantités de données par mois dans le monde entier à des prix relativement restreints. Ce qui n'est pas du tout le cas si vous utilisez des technologies comme le GSM, ce genre de choses. Et on arrive à l'heure actuelle dans un projet qui est un projet Minami, un projet européen aussi, où notre application a été choisie, on arrive à créer des opportunités parce qu'on a un système de communication qui est innovant. Donc on peut faire un cumul d'innovation qui fait qu'après, on a un système qui est très innovant et très performant. Ici, vous avez une étude de marché qui n'a pas été faite par nous, ça a été fait à l'époque par CIBA, maintenant ça serait plutôt par ASF, où on s'est rendu compte qu'au pire des cas, notre système allait régénérer à peu près 100 millions et dans le meilleur des cas, à peu près 600 millions. Donc on n'est pas dans un marché, je dirais, à faible retour sur l'investissement. Le problème, c'est qu'on est dans un système de mastodonte au point de vue industriel et que ça prend du temps à les convaincre. Et comme M. Ducret parlait de la recherche, quand vous prenez un groupe de 300 personnes de chercheurs ou un groupe de 100 000 personnes, le processus décisionnel est un peu différent. Et je pense que des petites sociétés, des petites structures peuvent s'adapter beaucoup plus rapidement à des technologies qui changent. Et voilà, je terminerai en disant que si vous innovez, vous devez essentiellement considérer le marché. Nous, au tout début, on s'est intéressé à démontrer l'importance du problème de l'observance thérapeutique. Et maintenant, on a, si on veut, une pression économique où les gens nous disent on a des problèmes, on peut investir pour solutionner les problèmes, mais on doit avoir un prix cible. On ne peut pas arriver avec des solutions qui ne correspondent pas à ce que l'industrie est d'accord d'investir. Merci.